Bon, bienvenue à cette série de séminaires qui a toujours des contretemps au début. Dominique Martin, professeur d'éthique dans l'école des... Non, il est dans... Comment ça s'appelle ce que tu fais ensemble avec Martin Gilbert? On est au Centre de recherche en éthique, qui est un centre québécois, là. D'accord. Qui n'est pas lié avec Lucas. L'UQAM en fait partie. Il y a des chercheurs en fait de partout au Québec, là. Les locaux physiques sont à l'Université de Montréal, par contre. Ah. Mais la formation de Dominique Martin, c'est en philosophie aussi, comme ils n'ont même pas ces études, ils ont fait leurs études ensemble, Martin et Dominique. Euh, et tous les deux se spécialisent en éthique morale. Le sujet aujourd'hui et de nos jours, c'est les agents moraux artificiels. Et avec ça, avec tout le temps qu'on a perdu, je cède le volant à Dominique Martin. OK, bonjour tout le monde. Donc, tout le monde m'entend bien? Est-ce que c'est assez fort pour vous autres? Oui, OK, parfait. Je ne vois pas très bien là, s'il y a beaucoup de gens dans la salle ou pas. C'est ça. Donc, merci pour la présentation, Steven. D'ailleurs, Steven, je ne sais jamais si je dois t'appeler Steven ou Étienne. Si on français, c'est impérativement Étienne. Étienne, OK, Pas parfait. Steven en français. Parce que ton adresse courriel, c'est arnald.steven@uqam.ca. Donc là, Oui, c'est enfin, incroyablement mélangeant. le courriel m'intéresse moins, mais la langue qu'on parle, c'est le français. Sache que si on me parle en hongrois, je suis István. OK, parfait. Continue. Donc, Étienne, merci pour l'invitation. Donc, comme tu l'as dit, c'est ça, je suis professeur en fait à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Là, je suis à mon bureau à l'UQAM, c'est en ce moment, là, mais pour des raisons techniques, je pense que c'était plus simple de faire ça comme ça. Je suis un philosophe de formation, en fait. Donc, j'ai étudié en philosophie morale et en philosophie politique. Et donc, mes travaux se situent dans le domaine de l'éthique des affaires et de l'éthique organisationnelle, là. Mais aussi depuis plusieurs années maintenant, là, 2015 environ, là, je travaille sur des questions d'éthique de l'intelligence artificielle et ça prend de plus en plus de place dans mes activités. Et là, il y a quelques thèmes auxquels je m'intéresse. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est vraiment le thème sûrement qui est le plus fondamental ou qui soulève les questions philosophiques les plus fondamentales. Et c'est cette question des enjeux moraux artificiels. Donc, peut-être avant de commencer, je voudrais faire deux mises en garde ou enfin deux précisions. Ou trois même. La première, c'est que mes diapositives sont en anglais, là, sauf le titre, donc j'espère que vous ne vous en formaliserez pas. En fait, ça se base sur, et ça sera la deuxième mise en garde, ça se base sur une présentation que j'ai faite l'automne dernier à l'université, l'ancienne Ryerson University, qui est maintenant, je crois, la Toronto Metropolitan University. Donc, c'est une présentation assez générale, en fait, où je présente ce thème-là de recherche, cet agenda-là de recherche sur les agents moraux artificiels. Et donc, c'est ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'espère quand même que ça ne va pas trop recouper là, ce que Martin a dit la semaine dernière, mais je ne crois pas parce qu'on dit quand même des choses différentes là, sur ces questions-là. Mais donc ça, c'était la mise en garde. C'est quand même un peu général, donc j'espère que ça va quand même être intéressant pour vous. Mais vers la fin de la présentation, ce sera la troisième mise en garde. Donc, il y a quelques idées que je commence à amener qui sont en fait des articles de recherche là, un peu plus spécifiques que j'aimerais développer dans la prochaine année. Mais on est vraiment au tout début de la réflexion. Donc, encore une fois, j'espère que vous ne vous formaliserez pas du peut-être caractère un peu jeune là, ou nouveau des idées que je vais présenter vers la fin de la présentation. Donc, je commence tout de suite peut-être avec, je crois, les mots d'un des plus grands philosophes du 21e siècle, OK, qu'on retrouve, en fait, qu'on a entendu dans la télésérie The Good Place. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette série. Donc, elle a été produite par la chaîne NBC là, aux États-Unis par Michael Schultz. En fait, donc, il y a quatre saisons. Mais bon, les deux premières saisons sont particulièrement
bien faite, à mon avis. C'est une série où en fait, la philosophie morale joue un rôle très important. Donc, on a eu, les chimistes ont eu Breaking Bad, mais après ça, nous, les philosophes moraux, on a eu The Good Place. Et donc, je commence avec une citation de The Good Place. Et donc, c'est le personnage Michael dans la série qui parle et qui dit, donc, How do we know that you were good? How are we sure? During your time on Earth, every one of your actions had a positive or a negative value, depending on how much good or bad that action put into the universe. Every sandwich you ate, every time you bought a magazine, every single thing you did had an effect that rippled out over time and ultimately created some amount of good or bad. When your time on Earth has ended, we calculate the total value of your life using our perfectly accurate measuring system. Only the people with the very highest scores, the true cream of the crop, get to come here to the good place. Hein? Donc, c'est une des premières scènes de la série. Et donc, la série laisse, je ne veux pas gâcher les punchs là, si vous n'avez pas vu l'épisode ou la série, mais donc la série laisse sous-entendre qu'on a le personnage principal, là, Eleanor Shiltrop, qui vient d'arriver dans quelque chose qui ressemble au paradis, mais qu'on appelle The Good Place. Et là, le personnage, donc Michael, dans la série, explique comment on fait pour séparer les gens qui vont aller dans cette espèce de paradis-là et les autres personnes qui n'iront pas au paradis, qui vont aller dans ce que dans la série, on appelle The Bad Place. Et donc, comment on y parvient? C'est parce qu'on a une espèce d'algorithme parfaitement calibré, OK, qui nous permet de mesurer exactement la quantité de bien ou de mal qu'on a mis dans l'univers, généré dans l'univers, et ça permet de déterminer si vous allez aller au paradis ou en enfer. Donc, si la réalité était comme ça, si l'univers était comme ça, probablement que ce serait beaucoup plus facile, en fait, de créer des agents moraux artificiels parce qu'on pourrait simplement résoudre ce problème-là de manière computationnelle en faisant un calcul très complexe. Mais évidemment, la réalité n'est pas comme ça. Il n'y a rien là, qui suggère, en fait, que la moralité est calculable là, de la même manière qu'on le suggère dans la série. Ce qui fait en sorte que développer de manière artificielle là, ou automatique un système qui a une capacité, en fait, à prendre des décisions morales et à agir à partir de ces décisions-là est un problème très difficile. Okay? Et donc, c'est le problème dont je veux parler aujourd'hui. En fait, donc, il y aura grosso modo, 6 si on veut, partie à ma présentation, mais les 3 premières vont prendre beaucoup plus de temps. Là. Donc, je vais commencer par un peu expliquer ce que j'entends par un agent moral artificiel, en fait, et un agent. Ensuite, je vais parler d'une approche qui est sûrement la plus populaire, en fait, parce que son auteur est un chercheur en informatique très connu, d'une part, mais aussi d'une autre, parce que c'est sûrement des approches qui ont été le plus développées, là, qui est celle de Stuart Russell, en fait. Donc, une approche pour implanter, en fait, des capacités d'agent moral dans un système. Mais je vais aussi la problématiser, cette approche-là. En fait, je vais montrer quelles sont les difficultés et les enjeux avec l'approche. Et ensuite de ça, dans la 3e partie, je vais parler en fait des autres approches qui ont été mises de l'avant dans la littérature. Ce que je vais faire dans la 3e section, en fait, ça s'appuie beaucoup sur une revue de la littérature là, que j'ai entrepris avec un chercheur qui était mon stagiaire postdoctoral, en fait, il y a quelques années. Maintenant, il enseigne à l'Université d'Halifax en philosophie, en informatique, qui s'appelle Travis Lacroix. Et donc, on a débuté cette recension-là de la littérature. Ça fait quelques années. Là. On est sur le point de terminer, là, mais ça nous a pris beaucoup plus de temps qu'on ne le prévoyait. Mais donc, pour voir quelles sont les approches qui sont mises de l'avant dans la littérature, ce sera donc dans la 3e partie. Et finalement, donc dans la 4e et la 5e partie, c'est là que je vais amener 2 nouvelles idées ou 2 pistes de réflexion, en fait, qui sont très nouvelles, là, qui sont des choses que j'aimerais développer un peu plus là, dans les prochains mois, la prochaine année, justement autour de cette problématique-là des agents moraux artificiels. Donc, la première, c'est d'essayer de réfléchir à quelles sont les différences, en fait, entre ce qu'on pourrait appeler des agents de bas niveau et des agents de haut niveau et dans quelle mesure, en fait, réfléchir aux agents bas niveau, ça peut nous aider à développer des agents haut niveau. Parce qu'on a déjà, donc si on pense à un agent moral artificiel, peut-être qu'on pense à quelque chose comme une espèce d'oracle super intelligente
ou un système là, comme Wall-E ou différentes représentations qu'on voit au cinéma là, d'intelligence artificielle qui sont très, très, très développées. Évidemment, ça, c'est très spéculatif et ça semble quand même inaccessible et c'est vraiment difficile de prévoir ou même de savoir si un jour on va pouvoir développer des systèmes comme ça. Mais non, on a aussi des agents moraux artificiels qui existent déjà, en fait, et qui sont déployés dans l'environnement, qui ont des capacités bien moindres, mais qui ont néanmoins des capacités morales. Et donc, est-ce qu'on peut apprendre des choses des systèmes qui existent déjà? Donc, ça, ce sera la quatrième section. Et dans la cinquième section, je vais aussi essayer d'expliquer pourquoi il faut distinguer, en fait, différents types de questions ou une réflexion à différents niveaux. Donc, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé des grandes approches, si on veut, pour implanter ou créer un système, là, un agent moral artificiel. Et on a un peu négligé une réflexion à deux autres niveaux qui sont peut-être plus appliqués ou concrets. Donc, deuxièmement, ce serait quoi en fait notre proxy pour avoir accès à une information morale? Et finalement, sur quel type de signal on peut entraîner un système ou en fait communiquer l'information à un système qui deviendra un agent moral artificiel. Vous allez voir, ça va devenir un petit peu plus concret quand on sera rendu là. Mais donc, ces questions-là sont aussi très importantes. Okay? Et là, sixièmement, je vais conclure rapidement s'il nous reste du temps. OK. Donc, qu'est-ce que, bon, en anglais, ce serait Artificial Moral Agency. En français, peut-être qu'on pourrait traduire par agentivité morale artificielle, même si honnêtement, ça ne sonne pas très bien. Ou donc, qu'est-ce que le Artificial Moral Agency ou qu'est-ce qu'un agent moral artificiel? Bien, la première question, en fait, là-dedans, c'est qu'est-ce qu'un agent? OK? Et donc, moi, personnellement, j'ai tendance à concevoir un agent comme un système qui a trois propriétés ou trois caractéristiques qui sont nécessaires et suffisantes, en fait, pour considérer que le système est un agent. Donc, la première, c'est qu'il doit posséder des états représentationnels, OK, où il est capable, en fait, de se représenter son environnement. Deuxièmement, il doit posséder des états motivationnels, c'est-à-dire qu'il doit avoir des intentions par rapport à la manière dont il voudrait que l'environnement soit, OK? Et finalement, il a une capacité à intervenir de manière acceptable, entre guillemets. Là, je sais qu'il y a beaucoup de complexité là, qui se retrouve dans ce terme-là acceptable ici. En anglais, c'est suitably intervene. Là. Mais donc, intervenir de manière acceptable dans l'environnement pour l'amener, en fait, à rencontrer son état motivationnel en fonction de ses représentations. OK? Donc, cette définition-là, elle est présentée, là, en fait, par Philippe Petit et Christian List dans un livre qui s'intitule Group Agency, The Possibility, Design and Status of Corporate Agents. Donc, c'est un livre, en fait, sur les organisations privées ou sur les organisations qui sont composées de plusieurs êtres humains. Et la grande question qu'on pose dans le livre, c'est est-ce qu'on peut considérer que ces organisations-là sont des agents? Et la réponse, c'est oui ou non, en fait. C'est un peu complexe. Mais le livre commence avec une définition de ce qu'on entend par un agent. La définition qui est présentée là, c'est celle qui est mise de l'avant par List et Petite, comme je l'ai dit, mais elle est aussi très conforme à ce qu'on pourrait appeler la définition standard là, d'un agent en philosophie, qu'on retrouve dans toutes sortes de travaux, qu'on peut faire remonter en fait aux travaux de Davidson et Anderson, qui eux-mêmes s'appuient beaucoup sur la philosophie de Hume et de Aristote. Il y a d'autres conceptions alternatives d'un agent, mais c'est celle-là qui est répandue. Et essentiellement, l'idée générale, c'est encore de dire qu'un agent, c'est quelque chose qui, étant donné donc ses états mentaux ses configurations mentales, est capable d'avoir donc des représentations appropriées de l'environnement, des intentions et de convertir ses actions en fonction d'atteindre ces intentions-là par rapport à l'environnement. Règle générale, ça tourne pas mal toujours autour de ça. Les différentes conceptions des agents, ça tourne souvent autour de ça, les différentes conceptions d'agents qu'on voit dans la littérature. J'utilise cette définition-là simplement parce que je la trouve un peu plus peut-être précise. Donc, si on accepte la définition, on n'est pas obligé de l'accepter, mais c'est la définition de travail que je vais utiliser. Une des choses que ça implique, c'est que beaucoup de systèmes peuvent être considérés comme des agents. OK? Même si on prend quelque chose, par exemple, comme un thermostat,
OK? Donc, ce qui nous permet de régler la température dans une pièce. Bien, en fait, on rencontrerait les trois conditions ici là, pour considérer que le système est un agent. Donc, premièrement, le thermostat a des états représentationnels, OK? Parce qu'il y a quelque chose, un senseur qui permet de mesurer la température dans une pièce. Il y a des états motivationnels, donc en anglais, ce serait son set point, là, OK? Donc, la température à laquelle il était réglé. Et le système, pas juste le thermostat à ce moment-là, là, ce serait le thermostat connecté au système de chauffage, là, est capable d'intervenir de manière acceptable dans l'environnement pour amener l'environnement à rencontrer ces états motivationnels. OK? Dominique, Oui, hey, moi, j'ai une question déjà pour toi. oui. Est-ce que ce que tu viens de décrire comme critère et l'exemple que tu as donné comme répondant aux critères, le thermostat, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Parce que moi, je dirais que ça condamne la définition que tu as donnée à ne pas être valable. Bien, pour moi, la définition d'un agent ne fait pas de travail moral. OK? Le fait d'être considéré un agent ou non, ça ne veut pas dire que. Premièrement, je pense qu'il faut distinguer un agent d'un patient moral. J'ai vu rapidement tout à l'heure, parce que tu m'as montré où c'était, mais que Martin avait parlé de ça un peu la semaine dernière. Donc, dire qu'un système serait un patient moral, ça nous implique de le traiter d'une certaine façon, par exemple. OK? Donc, il y a des obligations morales qui sont rattachées à ça. Ça lui donne un statut particulier. Dire qu'un système est un agent moral, pour moi, ça ne donne aucun pouvoir particulier ou statut particulier parce que ce qui est important, c'est la qualité d'être un patient moral. Donc, ce n'est pas un problème dans mon approche ou selon moi, qu'on ait une définition d'un agent qui est très, très, très inclusive. OK? Mon but, en fait, c'est plutôt d'avoir la définition qui est la plus consensuelle, bien, peut-être pas consensuelle, mais une définition qui permet d'attraper tout ce que les gens appellent agent. Puis après ça, on va faire la réflexion. Donc là, je n'ai pas intégré l'élément moral encore, en fait, dans la définition. Je ne parle pas d'un agent moral, je parle juste d'un agent en général. Oui, j'anticipe, je comprends. La réponse est correcte. Tu ne parles pas de l'éthique maintenant, mais tu as utilisé l'expression agent. Dans l'univers, on a des causes et des effets. Tu aurais pu parler des patients, c'est ceux qui ont les effets des causes, et les causes, c'est ceux qui causent les causes. Tu aurais pu utiliser ça et ça aurait été beaucoup plus neutre en ce qui concerne les questions morales. En disant agent, tu as apporté, veux pas, des intuitions qui vont avec ça. Et je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on veut ça plutôt que se débarrasser de ça? Ouais. Ben là, c'est ça. Il faudrait clarifier les intuitions qu'on apporte avec ça. Mais ultimement, moi, je pense que c'est difficile de défendre une conception plus exclusive d'un agent également. De toute façon, mon but, c'est plus de mettre la question de côté en disant justement, là, je vais être assez inclusif puis je ne vais pas avoir une définition très demandante. Je vais terminer, je ne vais pas te tracasser plus. En électronique, on a déjà les capteurs et les effecteurs. On aurait pu parler des effecteurs et des capteurs sans biais. Oui, bien, il faudrait que je vois ce qu'on entend exactement par là, mais c'est peut-être un peu trop pauvre, ça, là, l'effecteur et capteur. Parce que justement, là, je ne sais pas si tout ce qui est un effecteur rentre dans ce que je veux entendre par un agent moral artificiel, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent générer un effet, effectivement. L'idée d'état représentationnel puis d'état motivationnel me semble importante et l'idée donc d'intervenir en fonction de ces deux états-là. Je pense que des effecteurs, encore là, il faudrait que je vois toute réserve, mais ce n'est pas nécessairement obligé de rencontrer ces trois critères-là. Donc là, ça ramasse encore plus de choses, en fait. Là. Enfin, mais ce sera peut-être quelque chose à creuser davantage. Là. OK, je m'excuse, continue, s'il te plaît. Oui, non, il n'y a pas de souci. C'est un très bon point, en fait. C'est un très bon point. Encore une fois, peut-être juste pour conclure là-dessus, ici, j'ai quand même l'impression de défendre une conception assez inclusive d'un agent. J'ai l'impression que c'est difficile de défendre une conception plus exclusive.
Mais dans tous les cas, je le fais surtout justement pour pas que le débat porte trop là-dessus, parce que c'est difficile d'établir précisément toutes ces distinctions-là. OK? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'un agent artificiel? Ben, en fait, premièrement, spontanément, on peut peut-être avoir tendance à le concevoir comme une caractéristique qu'on a ou qu'on n'a pas, alors que réalistement, c'est probablement beaucoup plus un genre de continuum, là, OK? Parce que différents systèmes peuvent être alignés moralement à divers degrés. OK? Quand on y pense, même quelque chose comme un thermostat intelligent, là, qui est représenté ici par mon thermostat Nest là, de Google, ben, il y a une certaine forme quand même d'alignement éthique ou moral dans le système, OK? Parce qu'on l'a conçu pour réduire la consommation en électricité pour des raisons environnementales ou de budget, etc. OK? Donc, ça peut être vu quand même comme une forme très minimale d'alignement éthique. Évidemment, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Là, on pourrait avoir des systèmes imaginés là, qu'on n'est pas encore capable de créer, mais qui seraient des espèces d'oracles extrêmement intelligents, qui auraient des compétences morales extrêmement développées, peut-être même plus développées que les êtres humains. Donc, on peut avoir un alignement éthique qui va beaucoup plus loin que ça. Mais donc, il y a tout un spectre de possibilités. OK? Donc, être un agent. Donc, les conditions à rencontrer pour être un agent ne sont pas très élevés. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être considérés comme des agents. Les êtres humains en sont pour la plupart, là, à moins d'être juste complètement légumes. Mais donc, la très, très grande majorité des êtres humains sont des agents, évidemment. Mais donc, il y a différents systèmes qui sont alignés moralement à différents degrés. Et donc, on a un continuum comme ça. OK? Donc, vraiment, à l'extrême de notre continuum, on pourrait avoir quelque chose qui est notre espèce d'oracle super intelligente, OK? Qui est plus compétente moralement même qu'un être humain. On peut avoir donc des êtres humains. On peut avoir des systèmes quand même qui sont un petit peu plus évolués, là, comme un robot aspirateur. Donc, on sait que ces systèmes-là, par exemple, quand on les a déployés initialement, bien, il y avait des problèmes avec les animaux de compagnie, mais aussi d'autres types d'enjeux. Et donc, on a développé ce système pour l'aligner plus éthiquement, même si ça reste assez minimal, là, pour l'aligner quand même plus éthiquement. Donc, et selon moi, ça rend compte la définition d'un agent, là. Donc, on pourrait tout à fait qualifier ça d'agent moral artificiel. Donc, on a le thermostat. Si on pense à un thermostat traditionnel, peut-être que là, je commencerai à mettre une ligne dans le sens où ça, j'aurais moins tendance à considérer que c'est un agent moral artificiel parce qu'il n'y a pas vraiment d'alignement éthique ou très, très peu. Là. Okay, peut-être qu'on pourrait en trouver, là, mais il y en a très peu à mon avis. Et finalement, quelque chose comme un virus ne serait pas un agent moral artificiel, pas parce qu'il n'y a pas d'alignement éthique, parce qu'on pourrait peut-être penser, on pourrait concevoir des virus, par exemple, qui ont un rôle positif pour la société. Là. Si on en utilise, je crois, là, pour c'est peut-être des bactéries, là, je suis certain, là, mais comme façon de lutter contre la malaria là, en Afrique pour décimer des populations de moustiques, par exemple. Là, OK? Mais donc, il peut y avoir une forme d'alignement éthique dans un système artificiel qu'on crée, mais j'aurais tendance à considérer qu'un virus n'est pas un agent parce qu'il n'a pas d'état représentationnel et n'est pas capable d'agir dans son environnement pas d'état représentationnel, ni motivationnel, ni une capacité à agir dans l'environnement pour faire en sorte qu'on rencontre ces motivations là, à partir de ces représentations. Donc, un continuum, donc il y a toutes sortes de possibilités. Donc, quand je parle d'agents moraux artificiels, ça peut toucher tout ça, là. Pas évidemment juste un système qui serait similaire à notre être humain. Là, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur de souris, là, mais je suis en train de le promener là, sur oui, on notre... voit. OK, parfait. Donc, sur notre Homer qui mange un beigne. Évidemment, le fait de dire que tout ça peut être des agents artificiels, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous égaux. Donc, on peut aussi distinguer entre les agents qui sont beaucoup plus haut niveau, des agents qui sont bas niveau. Donc, les êtres humains sont beaucoup plus haut niveau, par exemple, que un thermostat intelligent ou un aspirateur robot. OK. Donc, tout ça aussi, ça m'amène à juste souligner une fois de plus que, donc, on peut avoir l'impression que c'est très spéculatif, en fait, et la réflexion sur les agents moraux artificiels est seule dans une certaine mesure, malheureusement, mais il faut réaliser qu'ils existent déjà aussi dans une certaine mesure. Donc, on a des thermostats intelligents, on a toutes sortes d'autres appareils, en fait, là, du quotidien, des robots mécaniques. On peut penser aux robots là, de l'entreprise là, du Massachusetts, le Boston Dynamics, qu'on voit souvent. Là, ils ont une espèce de chien, là, je crois qu'il s'appelle Spot, là, si je me souviens bien, ou
qui est très impressionnant, des drones, mais même des voitures autonomes dans une certaine mesure. Donc, il y a un niveau d'alignement éthique qui est très poussé dans le système. OK? Donc, on a déjà des agents moraux dans l'environnement dans une certaine mesure. OK. Donc, ça, c'était pour clarifier un petit peu plus ce qu'on entend par agent moral artificiel. Maintenant, quels sont… Il y a une question. Ah oui, oui. Vas-y. S'il vous plaît, qu'est-ce qui détermine le seuil du haut niveau versus le bas niveau? C'est quoi la frontière et qu'est-ce qu'il peut y avoir à côté de la frontière? Oui. Bonne question. Malheureusement, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Je pense que ça, c'est une réflexion en soi que moi, je n'ai pas faite encore. Donc, à partir de où on peut considérer quelque chose est haut niveau ou bas niveau? Définitivement, quelque chose qui serait d'une capacité morale similaire à un être humain, j'aurais tendance à appeler ça haut niveau, mais ça, c'est moi, c'est la terminologie que j'utilise. Mais même quelque chose que je ne sais pas, en fait. Bonne question. Bonne question. OK. Donc, maintenant, quelles sont les approches ou comment on peut, en fait, implanter, là, créer des capacités d'agent moral dans un système artificiel? Bien, j'aimerais parler d'une approche pour commencer, qui est celle de Stuart Russell, donc qui est professeur là, en informatique à l'Université de la Californie à Berkeley. Donc, c'est peut-être un chercheur dont vous avez déjà entendu parler parce qu'il est très visible là, dans le monde de l'intelligence artificielle et de l'informatique. Il a écrit probablement un des livres là, qui est le plus utilisé pour enseigner l'ancienne intelligence artificielle, entre guillemets, peut-être pas l'apprentissage automatique, mais donc, chercheur très cité et très en vue, qui a aussi publié en fait un livre là, en 2019 qui s'intitule Human Compatible, Artificial Intelligence and the Problem of Control, où il essaie un peu de développer sa conception de ce que lui appelle, c'est ça, une intelligence artificielle qui serait compatible avec les êtres humains. Mais essentiellement, ce qu'il propose là-dedans, c'est une façon de créer des systèmes qui seraient d'intelligence artificielle, qui seraient alignés avec la moralité humaine. Okay? Puis il critique un peu peut-être les approches existantes et veut proposer une nouvelle approche différente. Et essentiellement, il y aurait comme 3 axiomes, là, si on veut, dans son approche là, pour une intelligence artificielle compatible avec les êtres humains. Donc, ce serait de créer des systèmes qui, dont le seul objectif est de maximiser la satisfaction, le realization en anglais des préférences humaines. 2, cette machine serait initialement incertaine par rapport à la nature ou au contenu de ses préférences. Et 3, la source ultime d'informations à propos des préférences humaines et leur comportement. Okay? Donc, il explique un peu ça dans le livre. La première chose à faire, je pense, c'est de reconstruire analytiquement l'approche. Okay? C'est dit comme ça ici, mais c'est pas. Je pense qu'il y a un petit peu de reconstruction qui est nécessaire. Donc, moi, la façon que je comprends ça, en fait, ce serait essentiellement une approche où il y aurait 4 composantes principales. Okay? La première, donc, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle en anglais la théorie des revealed preferences ou des préférences révélées. Okay? Ça vient beaucoup de l'économie, notamment là, les travaux de Paul Samuelson, travaux pour lesquels il a remporté un prix Nobel d'économie d'ailleurs. Mais donc, ce sont toutes ces approches qui, en économie, qui visent à essayer de déterminer quelles sont les préférences des individus par rapport à leur choix de consommation ou de manière plus générale, leur comportement économique ou comportement de manière plus générale. On comprend très bien pourquoi en économie, c'est le genre de question qui est importante et qui est au centre des débats, parce que ultimement, pour prédire, par exemple, quelque chose comme la fluctuation des prix, il faut modéliser en fait le comportement humain et leurs désirs ou leurs préférences parce que c'est directement lié en fait à l'offre et à la demande. En fonction des conditions environnementales, il y a autre chose, là, évidemment. Mais donc, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus et Russell va beaucoup puiser là-dedans. Okay? Donc, ça, c'est une des composantes, je pense, de l'approche. Okay? C'est qu'on s'appuie sur la théorie des préférences révélées. La deuxième composante importante, en fait, c'est qu'on s'appuie aussi sur donc, le inverse reinforcement learning, donc l'apprentissage par renforcement inversé. Et là, l'hypothèse qui est faite, c'est qu'on veut découvrir, en fait, on pense qu'il est possible de découvrir
les préférences des êtres humains en se basant sur leur comportement à partir de cette approche-là, justement, pour faire de l'apprentissage automatique, qui est l'apprentissage par renforcement inversé. La troisième composante, si on veut… Avant de passer à la Oui. troisième. J'ai une question aussi. Oui. Vas-y. Oui. L'explication que vous avez donnée sur inverse reinforcement learning, c'est juste reinforcement learning, je pense, parce que on apprend l'apprentissage par renforcement. Ouais. C'est ce que vous avez expliqué. En quoi est-ce que c'est inverse? C'est ma question. Parce que typiquement, dans l'apprentissage par renforcement, on a une fonction de récompense. Oui. Et là, on a un système, puis le système doit maximiser sa récompense, puis c'est comme ça qu'il apprend. Okay? En essayant plein de possibilités, puis en faisant sa descente de gradient. C'est comme ça qu'il va établir ses poids là, dans un réseau de neurones. Quand on a de l'apprentissage par renforcement inversé, c'est qu'on essaie comme de découvrir la fonction de récompense. Okay? C'est pour cela, l'inversé vient de là. Maintenant, en pratique, c'est un peu la même chose, effectivement, mathématiquement parlant. Donc, c'est pour ça que Russell l'appelle comme ça, puis c'est comme ça qu'on l'appelle dans la littérature. OK, parfait. Merci. J'ai une diapo là-dessus aussi plus loin. Maintenant, je devrais vous dire aussi quand même que mes capacités à vous expliquer tout ça, l'apprentissage par renforcement inversé, vont quand même atteindre leurs limites assez rapidement. Donc, si vous avez des questions là-dessus plus spécifiquement, il faudra peut-être trouver d'autres ressources. Moi aussi, j'avais un contre-exemple là. Est-ce que en faisant le renforcement inversé, etc., on peut présumer que les gens veulent le cancer des poumons? Veulent le quoi? Le cancer au poumon. Est-ce qu'on part en… je ne comprends pas la question. Inférer du fait que les fumeurs fument et ça leur fait plaisir, ils veulent le cancer. C'est ça. À la limite, ça c'est peut-être plus un problème même pas au niveau informatique, apprentissage automatique, mais même au niveau de la théorie des préférences révélées, je crois. Il y a des sérieux problèmes avec cette approche-là. J'en parle dans la prochaine diapo, fait que si on peut juste mettre ça entre parenthèses, j'y arrive là, dans 2 minutes, mais c'est tout à fait un problème. Voilà. OK, donc ça, c'était le deuxième élément, là, si on veut, dans l'approche. Le troisième, c'est que, bon, ça, ce n'est pas suffisant en soi, parce que même si on bâtit un système qui, en s'appuyant sur la théorie des préférences inversées et en utilisant le renforcement inversé, les théories des préférences révélées et le renforcement inversé, peut-être qu'on va réussir à créer un système qui maximise la satisfaction des préférences d'un être humain, mais il n'y a aucune garantie que ce système-là va être moral. OK? Donc là, le troisième morceau, cette espèce de prémisse-là utilitariste, c'est que non seulement on veut maximiser les préférences des êtres humains, mais on veut faire quelque chose comme un genre de calcul de maximisation de l'utilité totale. Et finalement, la quatrième composante dans l'approche, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes là, avec l'utilitarisme, il faut qu'on postule un genre de possibilité de capacité de calcul illimitée. Okay? C'est dit carrément comme ça dans le livre de Russell, en fait. Donc, un axiome of unlimited or nearly unlimited computation. Okay? Et donc là, pour chacune de ces composantes-là, je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes et de questions qu'il faut se poser. Okay? Ou de défis, si on veut dire de manière plus positive. Donc, premièrement, au niveau de la théorie des préférences révélées, donc, un des gros problèmes avec cette théorie-là, c'est que oui, dans une certaine mesure, elle peut nous renseigner sur les préférences d'un individu ou d'un agent économique, mais il y a toutes sortes de dimensions, en fait, de notre comportement par rapport auxquelles elle est agnostique, en fait, et qu'elle ne permet pas de modéliser. Okay? Parce qu'elle s'appuie ultimement sur une version très, très simplifiée de la théorie du choix rationnel. Donc, une théorie selon laquelle les êtres humains ont des préférences, il y a des actions auxquelles ils peuvent avoir recours, il y a ils sont dans un environnement qui a des caractéristiques et ils vont choisir, adopter l'action qui leur permet de maximiser la satisfaction de leurs préférences étant donné leur croyance sur cet environnement-là. Okay? Et donc, ça s'appuie là-dessus.
Mais il y a toutes sortes d'autres aspects, en fait, qui vont venir évidemment interférer ou déterminer les comportements des êtres humains. Premièrement, il y a toute la dimension volitionnelle, c'est-à-dire qu'on peut délibérer sur nos préférences et les changer. OK? Et ça, ce n'est pas reflété, c'est très difficile. On ne peut pas tenir compte de ça, en fait, à travers des modèles s'appuyant sur la théorie des préférences révélées. OK? Donc, ça, c'est une chose. Deuxièmement, il y a toute la dimension épistémique, c'est-à-dire comment on forme des croyances sur le monde. OK? Et là aussi, ça peut être plus ou moins imparfait. Et ça, on a beaucoup de misère à modéliser ça à travers la théorie des préférences révélées. Et finalement, il y a la dimension pratique. C'est-à-dire que souvent, on ne réussit pas, en fait, à adopter les actions, poser les actions qui vont maximiser la satisfaction de nos préférences. Puis là, je mettrais peut-être l'exemple là, du fumeur qui va avoir le cancer du poumon là-dedans. Bien là, c'est peut-être une situation où, évidemment, le fumeur n'a pas une préférence pour avoir le cancer du poumon, mais il y a une genre de faiblesse de la volonté ou un conflit en différentes préférences. Peut-être, donc, cette préférence-là pour être en santé, mais aussi la préférence pour consommer de la cigarette. Donc, il y a toutes sortes de façons de le dire. Dans tous les cas, c'est difficile justement de capturer ça à travers la théorie des préférences inversées. Donc, si on veut développer un agent moral artificiel en ayant ça comme un de nos principaux blocs sur lesquels on construit notre approche, il y a déjà ces problèmes-là qu'il va pouvoir falloir surmonter. Maintenant, au niveau de l'apprentissage par renforcement inversé, il y a aussi des enjeux. Donc là, j'ai un petit peu expliqué c'était quoi tout à l'heure. OK? Maintenant, quels sont les enjeux? Bien, ça, Russell en discute là, dans son livre. Donc, un des problèmes, c'est comment on passe d'une situation où il y a un seul agent à plusieurs agents. Ça devient très difficile dans des situations où il y a plusieurs agents, des interactions entre les agents, en fait, de déterminer quelles sont leurs préférences, justement. OK? Puis ensuite, il y a des problèmes quand on a des interactions entre un être humain et d'autres types d'agents. C'est encore plus difficile de faire ça. OK. Ensuite, jusque-là, on a un certain nombre de problèmes. C'est des problèmes qui sont quand même discutés dans l'approche. Russell en est très conscient. Mais après ça, je pense qu'on arrive à d'autres types de problèmes où là, il en est conscient, mais il n'y a pas nécessairement une réponse. Et d'autres problèmes qui sont peut-être moins bien explicités. Là. OK? Et donc, ces deux problèmes-là, je pense qu'il y a comme deux façons de le dire, ou enfin, c'est deux critiques différentes. Mais donc, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, jusque-là, même si on a un système, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est capable de découvrir les préférences des êtres humains, et d'agir d'une manière qui va maximiser la satisfaction de ces préférences-là, on n'a aucune garantie, en fait, d'un comportement moral. Parce que, les préférences de deux êtres humains peuvent être en conflit, ou même les préférences d'un même être humain, en fait, mais aussi parce que ce que les êtres humains désirent, ce n'est pas nécessairement aligné avec la moralité humaine. OK? Donc, oui, on a des situations où les comportements des êtres humains qu'on observe sont très alignés, recoupent pas mal bien ce qu'on voudrait qu'une machine fasse. OK? Prenons une partie de tennis, par exemple. OK? Puis si on a une machine donc, qui sera entraînée, là, développée selon l'approche de Russell, qui essaierait de découvrir les préférences des joueurs de tennis et après ça, d'agir de manière à maximiser leurs préférences, les comportements qui seraient observés, en fait, des joueurs, dans une très grande large part, ce que les joueurs font, ça correspond beaucoup à ce qu'on voudrait qu'ils fassent dans ce type d'interaction-là. OK? Mais évidemment, on a toutes sortes d'autres situations où les comportements observés sont très loin des comportements moraux attendus. OK? Pour la simple et bonne raison qu'il arrive souvent que les êtres humains ne posent pas des gestes moraux. Donc, on peut penser évidemment à des situations où il y a des meurtres ou des crimes violents, le comportement des États parfois dans la sphère internationale, même les choix de consommation, en fait. Il y a toutes sortes de choix de consommation qui sont problématiques. Donc, si on se base là-dessus, en fait, pour déterminer comment un système devrait se comporter, on ne va pas avoir un système qui est aligné avec la moralité humaine. OK? Donc, jusque-là, même si ce serait déjà un accomplissement technologique absolument incroyable, là, OK, on n'a aucune garantie d'avoir, en fait, un agent moral. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter à l'approche? Bien, il faut rajouter cette espèce de base-là utilitariste, en fait. Donc, non seulement le système doit maximiser la satisfaction des êtres humains,
des agents humains, mais il doit faire une espèce de calcul de maximisation utilitariste. Là, je ne passe pas beaucoup de temps à expliquer l'utilitarisme. J'imagine que la plupart d'entre vous êtes familiers avec cette théorie morale-là. Okay? Mais donc, selon l'approche, donc, on établit quelque chose, là, comme soit la souffrance ou le plaisir ou le bien-être ou la satisfaction des préférences comme étant une utilité qu'on doit maximiser. Et là, une bonne action devient l'action qui va maximiser le total de l'utilité pour l'ensemble de la société ou des êtres humains ou les groupes dont on veut considérer l'utilité. Ça peut aussi inclure les animaux, évidemment. Donc, ça nous prend ça aussi si on veut que le système soit aligné moralement. Donc, non seulement il doit satisfaire les préférences, mais en fait, il doit faire une espèce de calcul de maximisation de l'utilité. Et là, il y a toutes sortes de problèmes connus avec l'utilitarisme. Un des problèmes, c'est le problème des préférences coûteuses ou dispendieuses. Donc, il y a certains agents qui ont besoin de trucs très spécifiques pour avoir plus d'utilité ou qui peuvent générer beaucoup d'utilité, mais avec des préférences qui sont très coûteuses. C'est comment on tient compte de ça dans notre calcul. Là. Pensons à quelqu'un, je ne sais pas, qui aimerait juste boire du champagne ou manger du caviar, par exemple. Ça peut avoir l'air un peu rigolo quand je le dis comme ça, mais c'est un problème théorique sérieux là, quand on veut utiliser l'utilitarisme pour vraiment définir la moralité de manière systématique. Là, okay? Puis je pourrais y revenir si vous voulez. Il y a le problème du sacrifice de la minorité, en fait. Souvent, l'utilitarisme nous mène à sacrifier de plus petits groupes pour des décisions qui peuvent générer plus d'utilité pour un grand groupe. Okay? Donc, imaginons un pays où il y a une minorité linguistique et ethnique, puis le grand groupe n'aime pas vraiment les membres de cette minorité-là, où il y a des préjugés ou des stéréotypes. Bien, si on fait un bête calcul de maximisation de l'utilité, ça pourrait nous mener à quelque chose comme un génocide, là, ou à complètement nier le droit de ce petit groupe-là. Okay? Ça aussi, c'est quand même un problème théorique sérieux là, dans l'utilitarisme. Et bon, il y en a d'autres. Par exemple, la difficulté de comparer l'utilité d'un individu à l'autre. Si on veut maximiser l'utilité, il faut pouvoir être en mesure de déterminer si une décision augmente l'utilité. Donc, ça augmente l'utilité d'un individu, mais dans quelle proportion par rapport à celle d'un autre individu? Et en fait, ça aussi, il y a un genre d'impossibilité technique là, à ce qu'on appelle les comparaisons interpersonnelles d'utilité. Problème qui était très discuté en économie. Mais donc, tous ces enjeux-là additionnels okay, avec l'utilitarisme. Et finalement, bien, la dernière composante de l'approche, si on veut, c'était cette prémisse-là, ou cet axiome-là des capacités de calcul illimitées ou presque illimitées. Puis là, évidemment, bien, c'est donc, dans le fond, Russell a besoin de s'appuyer sur cet axiome-là pour proposer son approche. Mais donc, on peut douter là, que ce soit possible d'avoir accès à des capacités de calcul illimitées. Donc, il y a comme deux objections ici. Il y a l'espèce d'objection métaphysique, ce que je viens de mentionner. Est-ce que vraiment dans l'univers, on peut créer un système qui a ce type de capacité-là de calcul? Ça semble doutable. Là. Mais le deuxième problème, c'est ce que j'appellerais peut-être l'objection anthropocentrique. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on n'a pas des capacités de calcul illimitées et on réussit quand même à être de relativement bons agents moraux. Enfin, on a des capacités morales de loin supérieures à un thermostat intelligent ou un aspirateur robot, okay? Pour la plupart d'entre nous, avec des capacités de calcul très limitées, en fait. Okay? Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne approche si on a besoin de ces très, très grandes capacités-là de calcul pour générer de la compétence morale? Okay. Donc, il y a tous ces enjeux-là dans l'approche de Russell et probablement plusieurs autres. Il y a plein d'autres enjeux dans d'autres approches, donc je ne veux pas particulièrement pointer du doigt cette approche-là. En fait, j'en parle surtout parce que c'est une des approches qui est le plus développée dans la littérature. Donc, c'est intéressant, je pense, de la prendre comme point de départ, comme base de réflexion. Mais donc, il y a tous ces enjeux-là. Et donc, quelles sont les autres approches, en fait, qui ont été proposées dans la littérature? Bien, comme vous le savez peut-être, c'est quand même un thème dont la popularité est croissante et où on observe qu'il y a beaucoup de contributions qui ont été faites là, sur la question de l'alignement éthique et des agents moraux artificiels. Donc là, j'ai un graphique là, qui vient de la base de données Scopus qui date un peu d'ailleurs parce qu'on voit que
En 2022, il n'y a pas grand-chose, mais c'est parce que j'ai dû le générer comme au début de 2022, là, ce graphique-là. Donc, mais ça continue à monter. Là, OK? Et donc, on voit, ça se base sur une recherche là, paramétrique qu'on a paramétrisée pour notre revue de la littérature là, avec Travis Lacroix. Mais donc, on voit qu'il y a une espèce de croissance exponentielle, en fait, des contributions sur le sujet. Okay. Donc, dans la littérature, quels sont les différents types d'approches qui sont mises de l'avant? On en a vu une, là, mais quelles sont les autres ou est-ce qu'il y en a d'autres? Okay? Bien, en fait, on voit qu'il y en a beaucoup d'approches différentes. Qu'on peut, que nous, on divise en fait en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories. Okay? La première catégorie, c'est peut-être la plus intuitive. C'est ce que moi j'appelle, là, en anglais, ce serait axiological embedding. Donc là, en français, mon Dieu, comment traduire ça? Si vous avez des idées, je vous écoute, là, parce que embedding, l'implémentation axiologique, là, je ne sais pas, ça ne sonne pas très bien, en fait. Mais donc, l'idée, selon ces approches-là, c'est de partir avec une théorie morale, une conception de la moralité qui est définie à partir d'un certain nombre d'axiomes. Donc, un axiome, c'est une proposition qu'on ne remet pas en question, là, qui sert de base à une réflexion, un raisonnement. OK? Mais donc, partir avec une théorie morale, essayer d'implanter la théorie, en fait, dans le système. OK? Pour que le système, ensuite, se comporte d'une manière qui est conforme à la théorie. OK? Quand on remonte aux premières contributions là, dans le domaine du machine ethics, là, avec des travaux comme ceux de Anderson et Anderson là, qui remontent au début des années 2000, en fait. Là, okay? C'est vraiment le type d'approche dont on parlait. Par exemple, on regardait, bon, comment on fait pour créer des agents moraux artificiels? Bien, une possibilité, ce serait de faire des systèmes déontologiques puis là, on partait de la philosophie de Kant, par exemple. Philosophie morale de Kant, qui est là, comme le père du déontologisme, là, ou de David Ross. Là. Puis là, on essayait, donc, par exemple, chez David Ross, en fait, on considère que la moralité, ça prend la forme de 8 principes. Là, puis on essayait d'implanter ces 8 principes-là dans un système. Sinon, on pourrait avoir des approches plutôt de type téléologique là, ou conséquentialiste, comme l'utilitariste, où là, on va essayer d'implanter comme un genre de calcul de maximisation utilitariste dans le système. Okay? Ou on pourrait avoir des approches plus de type éthique de la vertu. Donc, les 3 grandes approches qu'on présente souvent en philosophie morale, c'est le déontologisme, dans les cours, disons, les cours d'introduction à la philosophie morale. Là. Déontologisme, l'utilitarisme et l'éthique de la vertu. Donc, on pourrait essayer de faire un genre de système qui serait comme un agent vertueux, si on veut. Okay? Et il y aurait d'autres approches aussi. Okay? Mais donc, la spécificité de ces approches-là, c'est qu'on commence avec une théorie morale qui est une expression comme systématique et rigoureuse de ce qui est un comportement moral ou pas, OK? Qui est exprimée sous la forme d'axiome, on va dire. Là. Et puis, on essaie d'implanter ça directement dans le système. Okay? Une autre approche, ce serait de s'appuyer beaucoup plus sur la codification. Okay? Et là, donc, ça, c'est des suggestions un peu plus récentes. Par exemple, une idée, ce serait, et là, enfin, croyez-le ou non, là, mais c'est une suggestion sérieuse qui a été faite à quand même multiples reprises. Ce serait, par exemple, d'entraîner un réseau de neurones à partir de milliers d'exemples de textes de littérature jeunesse, OK? Ou de contes de fées, ou ce genre de choses-là. Oui, il y a comme souvent des règles morales implicites là, qui sont exprimées de différentes façons. Est-ce que j'entends comme des bruits? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait poser une question? C'est juste un tout. OK, parfait. Personne ne vient de s'étouffer sur ce que je viens de dire, j'espère quand même. Non, mais je ferai une recommandation. Rappelle-toi, Dominique, que tu ne t'adresses pas aux philosophes, tu t'adresses aux informaticiens. OK, oui, c'est ça. Puis je ne vous vois pas, donc c'est difficile. Là. Moi, je ne peux pas savoir. Est-ce qu'il y a des points d'interrogation dans vos visages où tout le monde connaît déjà ce dont je parle? Mais... Non, sûrement pas. C'est que ces nuances philosophiques échappent aux informaticiens. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin. OK. Oui, bien, c'est ça. Il y a beaucoup de bagages. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de bagages. En question, le thème. Agent moral, c'est impératif pour les informaticiens.
Mais les détails philosophiques sont souvent loin de... OK. Parfait. Ben, c'est bien. J'essaie de façon pour revenir aussi à la période de questions. D'ailleurs, je vais peut-être accélérer un peu parce que je vois qu'il nous reste quoi, 30 minutes. Donc, j'accélère un peu plus, puis après ça, on peut revenir peut-être avec un certain nombre de points de clarification. Là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bagages ici dans ce que je vous dis. Je pense que ça va devenir moins philosophique à partir de maintenant, dans tous les cas. Là. OK. Donc, une autre approche, ce serait la codification. Okay, là, on pourrait donc essayer de prendre des contes de fées, histoire pour enfants, entraîner un réseau de neurones là-dessus, dans le but de découvrir les espèces de règles morales implicites qui pourraient exister dans cette littérature-là. Okay? Autre type d'approche, c'est ce que moi j'appelle l'émulation, un émulateur comportemental. Et donc là, ce qu'on essaie beaucoup plus de faire, c'est d'imiter le comportement humain, mais sans partir nécessairement avec comme une espèce de théorie de la moralité. Là, okay? Donc, c'est différent de la première approche. Beaucoup d'autres approches vont suggérer en fait de simuler certains éléments de la psychologie humaine, que ce soit leurs affects, leurs émotions, leurs processus, certains processus cognitifs, leurs intentions ou leurs compétences morales à un niveau psychologique. Là, OK? Et donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Encore là, c'est différent là, de partir avec une théorie morale comme la philosophie morale de Kant, puis essayer de l'implanter dans un système. On ne fonctionne pas de la même façon. Parfois, on suggère que la meilleure façon de créer un agent moral artificiel, c'est de simuler certains aspects de la biologie humaine. Il y a aussi ce qu'on appelle, et non pas seulement la psychologie, mais vraiment comme au niveau, certaines, par exemple, quelque chose qui serait équivalent au processus de signalement qui existe entre les cellules ou quelque chose qui est similaire à des neurones dans le cerveau. Sinon, il y a des approches dites évolutives là, où on veut créer un système qui est capable d'évoluer. Et il y a toutes sortes d'autres approches qui mélangent différentes composantes. Okay. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, peut-être, avant qu'on aille un peu plus loin? Non, je ne vois rien. Peut-être, si je peux me permettre un commentaire au niveau de l'approche de la codification. Je me demande aussi si ce n'est pas la meilleure manière d'introduire des biais dans le système agent lui-même. Parce que par définition, on va être tributaire d'une source. Je pense que la slide là parle d'une source soit légale, où vous avez mentionné le réseau de neurones entraîné à partir de comptes d'enfants. Et donc, par définition, on va modéliser une vérité unique que l'on va introduire dans le code de l'agent, si je comprends bien. Et c'est juste une réflexion. Je me demande si ça ne va pas amener de facto un biais important. Oui, tout à fait. C'est un très bon point. C'est un problème avec ce genre d'approche-là. On le voit beaucoup ces temps-ci avec des systèmes comme ChatGPT, où quand même il y a un travail qui a été fait là, pour ChatGPT, mais qui est entraîné à partir de textes, évidemment, qu'on peut trouver sur Internet. Et qu'est-ce que le système va faire? Il va avoir tendance à reproduire les biais existants. Exactement, ça pourrait être la même chose. Si dans toutes nos histoires pour enfants, je ne sais pas, moi, les méchants, c'est toujours des hommes qui ont une grosse voix et qui s'habillent en noir. Le système va peut-être penser que les êtres humains, hommes qui s'habillent en noir, sont moralement plus problématiques. Là. Il y a toutes sortes d'autres choses, évidemment. Là. Mais tout à fait. C'est un des problèmes, je pense, avec cette approche-là. OK, je continue à ce moment-là. Donc, des grandes catégories qui se déclinent de différentes façons. Et là, en fait, dans l'analyse, il y a un petit peu plus de granularité aussi. Là. Maintenant, quelles sont les approches les plus populaires ou comment tout cela évolue dans le temps? En fait, là, ça ne va peut-être pas vous surprendre, mais l'approche vraiment là, qu'on voit émerger le plus et le plus fréquemment, c'est donc dans la famille de ce que j'ai appelé l'axiological embedding. Donc, essayer de créer un système qui est utilitariste ou un système qui est déontologiste ou qui est un système qui est un agent vertueux. OK? C'est vraiment l'approche dont on parle le plus. Ce serait la ligne bleue ici dans mon graphique. Le graphique d'en haut, c'est normalisé à 100 %. OK? Ça montre juste donc l'importance d'une approche par rapport à l'autre parce qu'il y a des années où il y a plus de publications que d'autres. Il y en a beaucoup plus dans les années 2015 en montant qu'avant les années 2000 notamment. Après ça, la deuxième approche la plus populaire, en fait, là, ça se recoupe, là, mais c'est justement des approches basées sur la codification. Okay? Donc, on parle beaucoup de ça dans la littérature.
La troisième plus populaire, c'est justement l'émulation comportementale. Là. Donc, on essaie d'imiter le comportement humain. Non, attendez, excusez-moi. Non, la deuxième plus populaire, c'est la psychoémulation. Excusez-moi. On essaie de reproduire des éléments de la psyché humaine. La troisième plus populaire, c'est la codification. Quatrième, reproduire, imiter le comportement. Et on voit que ça se maintient quand même. Là. En tout cas, au niveau du axiological embedding, on voit que ça reste quand même une des approches qui est le plus discutée. Ça chute ici parce que pour ce graphique-là, surtout, on a analysé les données de recherche jusqu'à 2020. On va jusqu'à 2021 dans l'analyse, mais ce graphique-là ne tient pas compte de ça. Il faut que je génère le graphique le plus. Est-ce que l'analyse de Scopus tient compte de la discipline du lecteur et non pas la discipline de celui qui produit la recherche? Qu'est-ce que tu veux dire de la discipline du lecteur? Est-ce que c'est les lecteurs qui trouvent, les utilisateurs, disons, qui préfèrent, dont les préférences sont un peu rangées là? Est-ce que c'est juste certaines disciplines? Non, en fait, ça, ce que ça représente, chaque point, si on veut, là, ou ça représente un article scientifique évalué par les pairs qui suggère cette approche-là. Donc, comme une bonne approche pour créer des agents moraux artificiels. Donc, 102 ici, ça veut dire que 102 articles scientifiques qui suggéraient une approche dans la grande famille du axiological embedding. 38, ça veut dire qu'il y avait 38 articles scientifiques. On en a environ 300 ou 400 dans l'analyse. Dominique, s'il vous plaît, pouvez-vous revenir à un mode d'affichage diaporama? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il utilise un PDF, donc... Il nous semblait que l'affichage était plus lisible il y a un petit moment. Ah oui, je ne sais pas. Mais si je bouge un peu comme ça? Je peux comme ça, peut-être? Continuez. Mais il y a quelque chose que je peux changer, par exemple. Attendez. Le problème est, Dominique, tu ne vois pas ça, mais tout ça apparaît sur un petit écran, pas l'écran d'habitude. Okay. On n'a pas réussi à mettre ça. Donc oui, c'est ça. C'est vraiment pas les conditions. Puis moi, je ne vous vois pas, donc je ne sais même pas comment c'est reçu, là, ce que je vous dis. J'aurais dû... Initialement, on voulait que ça se fasse en personne, en fait, que je vienne en personne. Je pense que ça aurait été peut-être plus facile là, de mieux communiquer. Hein. Parfois, Zoom, ça... Enfin, je continue. Donc là, ici, j'ai des données plus précises. Là, je ne sais pas si on les voit bien ou pas là, sur certaines des approches. Donc, dans l'axiological embedding, on voit les sous-approches puis on voit leur popularité. Donc, on voit que l'utilitarisme, par exemple, ce serait la ligne rouge. Là. C'est une des approches les plus populaires. Mais après ça, il y a beaucoup d'articles qui mettent de l'avant une approche déontologique, là, style philosophie d'Emmanuel Kant ou de David Ross. L'éthique de la vertu, c'est une approche assez populaire, avec la casuistique, en fait, également. OK? Et puis là, dans le deuxième graphique du bas, dans le fond, je montre les résultats avec plus de granularité par rapport à la simulation de certains éléments de la psyché humaine, donc les approches qui vont dans cette famille. Ça nous montre d'autres choses, la directionnalité des approches, mais je vais passer là-dessus là, juste pour sauver un peu de temps. Et ici, c'est le type de contribution, simplement pour dire que beaucoup de la majorité, très, très grande majorité des articles, donc 86 articles sur environ là, 200, 170, je ne sais pas, là, en fait, font une contribution théorique, c'est-à-dire qu'ils ne discutent pas d'un modèle qui existe ou même d'un prototype qui a été mis en place, là, évidemment, mais vraiment font une contribution purement théorique. Donc, ça montre à quel point on est dans une réflexion très, très théorique encore, puis on est loin de ces applications concrètes. C'est un peu ça l'idée générale. Il y a plusieurs points de vue critiques, mais je vais sauter là-dessus dans le but de sauver un peu de temps aussi. Je vais terminer en fait avec les deux dernières sections, mais c'est seulement 2 diapositives pour lancer quelques autres idées, puis après ça, on peut peut-être garder du temps, soit pour les questions de clarification là, ou d'autres questions s'il y en a.
Donc, le premier type de question qu'on devrait se poser face à tout ça, parce qu'on voit, il y a plein d'approches. Il y a celle de Russell qu'on a vu un peu plus en profondeur, qui avait un certain nombre de problèmes aussi. C'est de revenir en fait à la distinction entre agent moral de bas niveau et de haut niveau. Donc, on a un certain nombre d'agents de bas niveau qui existent déjà. OK? Thermostat, notre robot aspirateur intelligent, même ChatGPT, peut-être que ça pourrait être considéré comme un agent moral de bas niveau. Là. Je ne suis pas certain pour ChatGPT, le débat est ouvert. Là. Il y a définitivement de l'alignement éthique, mais est-ce que c'est un agent? C'est un beau débat, ça. OK? En soi, je pense que c'est une question. Là. Et donc, on a peut-être même des agents de haut niveau qui existent, pas au niveau humain, évidemment, mais quelque chose comme la voiture autonome, peut-être qu'on peut le mettre dans la catégorie haut niveau, là, je ne suis pas certain. Ça aussi, on pourrait en débattre. Mais donc, tu sais, c'est quoi, premièrement, c'est quoi les propriétés? Comment on les établit, ces distinctions-là, justement? C'est une des questions qui avait été posée un peu, là. Qu'est-ce qui fait qu'un agent est haut niveau ou bas niveau? Est-ce que c'est sa capacité à s'adapter, sa capacité à fonctionner dans un environnement qui est plus ou moins contraint? OK? Quelque chose comme un thermostat, en fait, ça a un accès extrêmement limité à l'environnement et son pouvoir d'action est très, très, très contraint. C'est juste augmenter ou diminuer l'intensité du chauffage, par exemple, dans une pièce. Quelque chose comme une voiture autonome, par exemple, son domaine d'action est beaucoup moins contraint, évidemment, parce que ça se déploie sur les routes là, dans l'environnement physique. Donc, est-ce que c'est ça? Et comment on peut transformer, là, en fait, appliquer les approches qu'on utilise pour des agents de bas niveau qui existent déjà, qui ont des résultats intéressants quand même dans certains cas, à des cas plus haut niveau. OK? Puis, ou même, qu'est-ce qu'on utilise déjà comme approche pour le haut niveau? Dans le cas de la voiture autonome, l'alignement éthique se fait beaucoup à travers, en fait, une espèce d'approche déontologique là, qui est implantée dans le système. Là. On a vraiment des espèces de règles morales qui sont implantées directement dans le système. Okay? Et donc, il y a de la réflexion à faire à ce niveau-là. Et finalement, l'autre aspect au niveau auquel il faut faire de la réflexion, c'est justement pas seulement en termes des grandes approches qui sont utilisées pour développer un agent moral artificiel, mais aussi peut-être d'autres questions plus concrètes, c'est-à-dire c'est quoi le proxy qu'on utilise pour avoir accès à une information morale, et puis finalement, c'est quoi avec quel type de signal on va fournir cette information-là ou on va entraîner un système. OK? Donc, si on prend par exemple l'approche de Russell, où on essaie d'implanter un genre d'utilitarisme là, dans un système ou dans des systèmes, c'est quoi notre proxy? En fait, c'est quelque chose comme les préférences ou notre proxy là, pour l'information morale. Qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal? C'est soit le bien-être ou les préférences des êtres humains. Comment exactement, avec quel signal on entraîne notre système? Est-ce que c'est des déclarations explicites que les êtres humains font? Est-ce que le système analyse nos choix de consommation? Est-ce qu'il analyse notre comportement? Donc, il y a toute une réflexion qu'il faut avoir à ce niveau-là. OK? Même chose si on veut, parce que j'imagine Martin a peut-être un petit peu plus parlé de ça la semaine dernière, mais donc si on veut créer un agent moral artificiel, mais à partir un peu de l'approche de l'éthique de la vertu, là, c'est quoi notre proxy? Est-ce que c'est un agent vertueux? Est-ce que c'est des traits de caractère? Puis quel type d'information on va utiliser finalement? Est-ce qu'on va prendre des êtres humains qu'on va identifier comme des agents vertueux, puis on va leur faire remplir des questionnaires? Où ils nous disent qu'est-ce qu'ils feraient dans telle ou telle situation, puis on va essayer de coder ça ou entraîner un réseau de neurones là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Et là, il y a des questions similaires qu'il y a à se poser pour une approche plus basée sur la codification ou même sur l'imitation du comportement humain, et qui, moi, je pense, est une approche très intéressante, en fait. OK? De plus en plus, on a des systèmes qui sont capables quand même de faire de l'analyse de sentiments d'êtres humains. C'est très imparfait encore, je pense. Puis en fait, c'est même difficile de déterminer un peu l'enthousiasme de la réalité là, quand on écoute des gens parler de ces systèmes-là. Mais enfin, il y a des progrès qui sont réalisés dans ce domaine-là. Et donc, est-ce que ce serait possible d'avoir un système qui viserait à imiter le comportement humain? Donc, c'est comme ça là, qu'on réaliserait une forme d'alignement éthique. Comment on ferait ça?
ben, on se baserait peut-être sur quelque chose comme, pour que le système sache c'est quoi le bon comportement, il pourrait se baser sur l'expression faciale des autres êtres humains dans l'environnement, le ton de leur voix quand on dit fais ça ou fais pas ça, des déclarations explicites, ce genre de choses-là. Donc, quelque chose comme l'expression faciale, par exemple, qui donne beaucoup d'informations sur notre degré d'approbation ou de désapprobation dans le comportement. Peut-être que ça, c'est un signal très intéressant, en fait, pour entraîner un système. OK? Mais donc, c'est important d'avoir cette réflexion-là au niveau des signaux, des proxys, pas juste des grandes approches, ce qui est pas mal ce qu'on a fait jusqu'à présent, en fait. Là. OK? Et je pense que je vais terminer avec ça. En fait, la dernière diapositive, c'était une conclusion là, sur qu'est-ce qu'il y a à faire dans le grand domaine des agents moraux artificiels. Mais c'est ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais les partager? Peut-être comme ça, ils vont voir ta tête quand tu parles. Ah, voilà. Bon, je pense que mes diapositives paraissent nettement mieux que ma tête, mais bon. J'ai juste une réflexion par rapport à la différence entre un agent que vous appelez... C'est quoi la différence? Moral? Non, pas moral, l'autre. La dernière distinction que vous avez faite. Je crois que c'est la même distinction qu'on a entre le strong AI et le weak AI. Je crois que la majorité des agents vont aller dans le côté simple parce qu'ils utilisent un seul type d'agent comme un thermostat ou quelque chose. C'est-à-dire, il y a un seul type de technologie qui est utilisé là-dedans. Quelque chose de plus sophistiqué comme des voitures qui se conduisent tout seuls, des avocats qui prennent des décisions, des robots qui font la cuisine, c'est-à-dire qui ont beaucoup plus de skills, entre guillemets. C'est ce qui vont être catégorisés. Donc, je pense que c'est plus l'enjeu de ce qu'ils font et combien de choses ils font qui feront la différence. Et généralement, dans ce cas de figure, la catégorisation se fait souvent, tout va vers tout ce qui est weak AI ou alors agent. Je ne me souviens vraiment pas des deux catégories que vous avez. Moi, j'ai dit haut niveau, bas niveau, mais c'est ça, bas niveau. Ils sont tous bas niveau, en fait. La majorité sont bas niveau à ce niveau-là. On peut débattre sur si les voitures autonomes sont haut niveau ou pas, mais généralement, la communauté scientifique s'accorde à dire que la majorité de ce qu'on fait en général dans l'intelligence artificielle, c'est assez weak quand même, parce que voilà, il n'y a pas d'analyse de sentiments assez poussée, il n'y a pas de... On ne les utilise pas dans des domaines qui en valent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, comme par exemple la médecine. Oui, ça existe, mais ce n'est pas utilisé au niveau commercial. C'est-à-dire, généralement, un patient, par exemple, s'il a à choisir entre un robot qui lui fait une opération ou un humain, il choisirait un humain parce qu'il y a un facteur de confiance que le robot n'arrive pas à avoir comparé à un humain. Si on va dans un avion, je pense que la majorité serait plus content d'avoir un pilote humain, même si on sait que c'est automatique, l'atterrissage, le décollage, tout ça, mais les humains sont plus à l'aise avec d'autres humains. Je remarque aussi que, par exemple, même dans les services simples comme les self-checkouts au supermarché, les gens n'aiment pas ça. La majorité font quand même la file pour aller chez un humain. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à ce niveau-là en termes de est-ce que c'est moral ou pas, est-ce que c'est un strong ou c'est un haut niveau, c'est un agent haut niveau ou pas, parce que les gens ne veulent pas y faire beaucoup confiance. Je crois que c'est ça la différence entre les deux, à mon avis, en tout cas à ce niveau-là. Tout ce qui est tout ce qui est construction, c'est-à-dire construction d'agents en termes des techniques qui sont utilisées, des méthodes d'apprentissage qui sont utilisées, même pour ChatGPT, oui, c'est bien, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. C'est-à-dire quand on l'utilise, oui, ça génère un texte, mais c'est un texte basique. Ce n'est pas sûr que ce soit vrai, parce que pour que ce soit vrai, personne ne garantit qu'il y a une valeur de vérité là-dessus. C'est pareil pour les voitures qui se conduisent tout seuls. Ça peut conduire quelque part, mais est-ce que ça peut conduire n'importe où? C'est-à-dire sans avoir eu... C'est-à-dire, est-ce qu'on peut lui faire confiance assez pour qu'elle aille n'importe où, n'importe quand? On n'en est pas encore là. Même si je sais que la communauté scientifique est assez excitée à l'idée qu'on en soit là déjà, mais ce n'est pas le cas. C'est tout. Je voulais juste avoir un commentaire. Je pense que c'est la distinction qui fait la différence entre un agent bas niveau et un agent haut niveau ou weak AI et strong AI. Donc, qu'est-ce que tu dis exactement? Tu dis que
ce qui devrait déterminer la différence entre strong and weak. En fait, faible, fort, c'est peut-être mieux que haut bas niveau. J'aime pas trop haut bas niveau, pour être complètement franc avec vous, parce qu'en informatique, on utilise le concept de haut bas niveau, mais absolument bas niveau, ça représente quelque chose qui est peut-être plus près du processeur. Là, haut niveau, il y a plus de couches en dessous. Donc, j'aime pas trop haut bas niveau pour cette raison-là. C'est déjà utilisé. Fort faible, c'est peut-être mieux, en fait. Là, mais... Donc, ce qui fait la différence entre fort faible, ce serait le degré de confiance qu'on offre à un système ou, au contraire, le fait que ce soit fort ou faible va influencer notre degré de confiance. Oui. Ou le nombre d'agents qui est utilisé dans le système lui-même. C'est-à-dire un thermostat, c'est un agent simple, ça peut être un truc faible. C'est ça. Un truc plus compliqué, c'est-à-dire un robot qui prenne soin d'un enfant, c'est plus compliqué. Ça a besoin de beaucoup plus d'agents. Ça peut être quelque chose, un fort agent. C'est ça. Mais là, il y a aussi que les exemples d'agents forts qu'on a en tête, c'est des agents qui ont beaucoup d'autonomie, puis on leur confie des décisions très importantes. Là. Par exemple, conduire une voiture automatiquement. S'il y a une erreur qui est faite, ça met en danger la vie des passagers. Donc là, on a moins tendance à avoir confiance. Est-ce qu'on a moins tendance à avoir confiance parce que l'agent est fort ou parce que les implications sont plus grandes? Donc là, il faut tester ça. Il faudrait imaginer une situation où on a un agent fort, mais qui prend des décisions pas très importantes. Là. Oui, c'est ça. Et aussi parce qu'on croit, parce qu'on ne sait pas comment l'apprentissage se fait. Alors, dans l'apprentissage profond ou en général, l'apprentissage automatique, vu que le réseau de neurones, c'est comme un black box, on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc, oui, on sait que ça apprend, on sait que ça donne de bonnes réponses des fois, souvent, mais on ne lui fait quand même pas confiance. C'est toujours le même sujet. Et en plus, il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de données pour arriver à dire à une voiture, OK, on peut aller de l'UQAM à Place des Arts. Ça demande beaucoup, beaucoup de données. Ce que l'humain ne demande pas. Si je lui dis va tout droit et tourne à gauche, il va savoir le faire en 5 minutes. Je n'ai pas besoin de lui dire ça avec 36 millions de neurones. Je n'ai pas besoin de bâtir tout un système derrière, etc. Donc, vu que c'est un black box, les gens aussi ont du mal à utiliser ce genre d'agent dans des applications qui sont plus réelles, qui se rapportent aux enfants ou aux vieux ou à la médecine, ou comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein d'exemples où ça existe. Et même donc je disais, c'est un black box, donc au niveau des réseaux de neurones, donc comment ils sont construits à la base, même si c'est une grande avancée, bien sûr. Mais il y a aussi tout ce qui est, par exemple, vous avez parlé de les expressions faciales. Il y a des expressions faciales et l'intonation de la voix. Il y a aussi l'intonation ironique, sarcastique. Il y a des gens, ça dépend de la personnalité de la personne. Il y a des gens qui sont très calmes et qui peuvent dire des choses très violentes. Et le robot va comprendre que c'est quelque chose de calme ou peut-être positif même. Il y a des gens qui disent des choses qui sont si c'est quelqu'un de plus jeune, il va dire des choses avec beaucoup plus de passion, mais peut-être que c'est pas forcément quelque chose de très... Enfin, c'est pas sujet à être passionné, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses à prendre en considération que les robots... C'est très difficile de modéliser quelqu'un qui est sarcastique, quelqu'un qui veut rigoler, quelqu'un qui est très agressif mais très calme, quelqu'un qui est passif-agressif. Enfin, il y a... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'autres complications autour de comment on fonctionne, comment on discute, comment on communique. Oui, dans ma tête, on peut voir que je suis contente ou triste, peut-être. Mais si je fais semblant, non, un robot ne saura pas si je suis contente ou pas. Vous voyez? Oui, tout à fait. Je pense qu'une autre des questions que ça soulève aussi, c'est un peu la question du benchmarking ou du calibrage. C'est pour développer un agent moral artificiel. Agent moral, il faut être capable de mesurer ses compétences d'une façon ou d'une autre. Là. Okay? Peut-être que ça va être quelque chose qui ressemble au test moral de Turing. Là. Moi, je ne crois pas beaucoup dans ce genre d'approche-là, mais ça, c'en est une façon. Là. Mais sinon, est-ce qu'on lui fait remplir des genres de questionnaires psychologiques? Mais donc, juste le problème du calibrage, en fait, de la mesure, ça aussi, là, c'est une question qui a été très, très peu étudiée jusqu'à présent, mais qui est essentielle, en fait, là, pour développer ce genre de système-là. Oui, voilà. Moi, je vais mon commentaire. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Juste une question. Oui, vas-y. Est-ce que la logique inductive peut ramener de l'utile et de l'innovant par rapport aux agents moraux artificiels? Est-ce que vous pouvez donner un exemple ou Par exemple, je ne suis pas certain de comprendre la question. Quand on utilise l'intelligence artificielle, des fois, on s'intéresse à être inductive, à inférer des choses. Est-ce que cette logique d'induction peut ramener des choses aux agents moraux ou pas vraiment?
Si je comprends bien la question, je dirais que la réponse courte, là, c'est oui. Parce que dans la littérature, on a tendance, par exemple, à distinguer ce qu'on appelle les approches du haut vers le bas des approches du bas vers le haut, bottom-up, top-down, bottom-up approaches. Et là, des approches, donc, top-down, du haut vers le bas, c'est beaucoup de type axiological embedding, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'axiomes sur ce qui est bien ou mal, puis on essaie d'implanter ça dans le système de toutes sortes de façons. Là, il n'y a pas beaucoup d'induction, si je reprends ta terminologie. Il y a des approches qui sont bottom-up, où là, le système ne part pas nécessairement avec une espèce de conception de ce qui est bien ou mal, mais va apprendre, ça va se développer au fur et à mesure de ses interactions dans l'environnement. L'approche de Russell, par exemple, est bottom-up. Le système, initialement, est incertain par rapport à ce qui satisfait les préférences humaines, et ça, il va le découvrir à travers le renforcement inversé. Et donc là, je ne sais pas si on peut appeler ça un genre d'induction, mais en tout cas, il y a une différence parce qu'on justement, la personne qui conçoit le système, sa conception de ce qui est bien ou mal n'interfère pas aussi directement. Bien, merci. Peut-être une réflexion un peu naïve, certainement, mais compte tenu de tous les défis que vous avez expliqué, que l'on rencontre pour introduire l'éthique dans des agents artificiels, ne faudrait-il pas mieux essayer d'avoir une neutralité, c'est-à-dire ne pas essayer du tout de mettre une quelconque forme d'éthique dans l'agent, parce que quelque part, ça minimiserait le risque de se planter, en fait. Et si la neutralité morale était possible, oui, ce serait génial. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que ça existe, la neutralité? Dans le fond, tous les gestes qu'on pose ou toutes les décisions qu'un système prend vont avoir des conséquences dans le monde. Ces conséquences-là sont rarement neutres. Là, OK? Une voiture autonome peut tuer des passagers ou pas. Où il y a des situations où c'est vraiment pas évident. C'est peut-être plus facile de le voir comme ça. Par exemple, dans la littérature sur les voitures autonomes, puis dans les premiers textes qui se sont faits quand la nouvelle intelligence artificielle est apparue, à partir des années 2015, à peu près 2014, 2012. Un problème qu'on discutait souvent, en anglais, c'était le tunnel problem, le problème du tunnel. C'est comme une variation sur le dilemme du tramway, pour ceux qui connaissent, mais c'est très connu en philosophie morale, mais là, je ne sais pas si c'est une référence connue. Dans tous les cas, je l'explique. Donc, imaginons qu'il y a une voiture qui s'approche de l'entrée d'un tunnel et là, il y a un enfant qui traverse la rue, trébuche, tombe au milieu de la rue. La voiture, donc, n'a pas le temps, est juste à l'entrée du tunnel. C'est soit qu'elle évite l'enfant, puis elle percute l'entrée du tunnel et tue les passagers, ou sinon elle continue dans la même direction, rentre dans le tunnel, sauve les passagers, mais tue l'enfant. Donc, et là, il y a 1 million de variations qui ont été faites là-dessus. Si c'est une vieille madame qui traverse, si c'est un chien qui traverse, s'il y a un passager dans l'auto, 2 passagers, 3 passagers, 4 passagers, 3 enfants sur la route. Mais donc, ce serait quoi le choix neutre dans ce type de situation-là? Ce serait quoi faire un système qui est neutre sur le plan moral? Malheureusement, ce genre de situation-là qui est plus dilemmatique, là, justement, c'est très, très difficile. Là. On n'a pas une réponse intuitive. Là. Donc, la neutralité n'existe pas. On fait toujours des choix, puis les choix vont avoir des conséquences. Donc là, il faut les faire, ces choix-là. Peut-être que je pourrais dire quelque chose de plus général aussi. Donc, tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé d'agents moraux artificiels, ce qui est une façon de régler certains de nos enjeux en éthique de l'IA. OK? Mais la réflexion sur ce sujet-là est encore très théorique et très spéculative, là, OK? Parce que pour toutes sortes de raisons, on est loin d'avoir des systèmes qui ont des capacités morales fortes. Là, OK? Et dans le fond, il y a toutes sortes d'autres réflexions. Si on veut s'attaquer aux enjeux éthiques avec l'intelligence artificielle, il y a toutes sortes d'autres questions là, auxquelles il faut réfléchir, comme aux questions de biais, de discrimination, mais pas nécessairement dans le but d'automatiser la prise de décision morale comme moi je l'ai faite aujourd'hui. Et en fait, je pense que la majorité des travaux contemporains aujourd'hui en éthique de l'intelligence artificielle sont beaucoup plus en train de réfléchir à ces enjeux-là, ce qui est très, très bien aussi. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est vraiment comme un sous-domaine de l'éthique de l'IA, si on veut, où là, la réflexion est particulièrement théorique et spéculative.
Ça reste néanmoins important parce que, ben, on en a déjà là, des systèmes qui automatisent la prise de décision morale dans une certaine mesure, même s'ils sont faibles. Et ensuite, parce que pourquoi on ne voudrait pas développer ces systèmes-là si on est capable de le faire? On a 2 minutes. Si vous n'avez pas de questions, j'ai une question et j'ai une question non seulement pour Dominique, mais pour toi aussi qui a posé la question sur l'IA fort et l'IA faible. Mais attention, je vais vous demander ce que ça veut dire IA fort et IA faible, mais attention parce que vous adressez quelqu'un qui a publié l'article de Searle qui a défini ce qui est IA fort et faible. Donc, je sais ce qui est la définition. Qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Dans quoi je me suis embarquée? Idem pour toi, parce que, Dominique, parce que toi aussi, tu dis, peut-être que je préfère plus haut, plutôt que plus haut ou plus bas, je préfère quelque chose de plus fort et plus faible. Je vais vous donner la définition que je connais, enfin, simpliste, que j'ai dans ma tête. C'est-à-dire, si je suis demandée comme ça on the spot. Weak AI, c'est tous les systèmes, entre guillemets, qui font une seule tâche. Par exemple, il joue aux échecs. Ou alors, il nettoie un endroit. C'est-à-dire, si c'est sale, il nettoie. Si c'est pas sale, il laisse comme ça. L'IA forte, c'est quand ça utilise plusieurs IA faibles, c'est-à-dire si ça utilise, disons, un système, un système de manufacture, vous voyez? C'est clair ce que tu veux dire. Est-ce que, Dominique, tu acceptes? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Okay. Alors, malheureusement, vous criez tous les deux. Tous les deux. Littéralement, ce que Searle voulait dire par IA fort, c'était la thèse, et c'était une thèse, que la cognition, c'est le calcul. Et Weak AI, c'était la thèse que ce n'est pas le cas, mais l'ordinateur est quand même utile pour la modélisation des choses. C'est ça l'IA fort et l'IA faible. Les autres idées qui ont, si tu faisais tu donnais les graphiques pour l'utilisation de ce terme-là, c'était utilisé en beaucoup de sens, mais ce n'était pas ça. C'est-à-dire, si la cognition est calculable. Non, je n'ai pas dit calculable. C'est du calcul. Si c'est du calcul, c'est IA fort. Sinon, c'est pas IA fort et IA fort. Vous pouvez toujours jouer avec les ordis, mais ce n'est pas la cognition. OK, je comprends. Merci. Pourquoi tu dis que moi j'ai donné cette définition-là, Étienne? Je ne savais pas ça. Pardon? Pourquoi dis-tu que j'ai donné cette définition? Non, tu as dit que ce que j'ai compris de ta réponse, de ta réplique, c'était que moi aussi, je ne suis pas tout à fait content avec le haut et le bas, mais je suis plus à l'aise avec le fort et le faible. Et ça n'a rien à voir avec le IA fort et le IA faible. Et au fond, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est juste un changement de métaphore, comme ton exemple de tunnel est juste un changement de métaphore pour le métaphore du pont. Du tramway, oui. Oui, c'est ça. Moi, je parlais d'agents moraux forts et faibles, là, pas de IA fort ou faible dans le sens où je sais, mais en utilisant, oui, mais qu'est-ce que tu voulais dire par fort et faible? On ne comprenait pas haut et bas, et maintenant on ne comprend pas fort et faible. Oui. J'accepte que ce que toi tu as dit, c'est que plus ça peut faire, plus c'est fort. Moins ça peut faire, plus c'est faible. Mais c'est juste la métaphore de fort et faible. OK, oui. Alors avec ça, oui. Je ne sais pas c'est quoi fort ou faible. Je ne sais pas c'est quoi encore là, un agent moral fort ou faible. Il y a différentes propriétés. Si c'était une de mes diapositives, d'ailleurs, ça serait quoi les paramètres selon lesquels on évalue ça? Ou, bon, là, il y a la conception de l'IA forte et faible chez Searle, mais ça n'a pas besoin d'être la même nécessairement. De toute façon, j'ai vu que dans ta présentation, tu as sauté le traitement de Searle, mais je présumais que Searle est ça. Tu avais l'intention de parler de ça. Oui, un peu. La chambre chinoise, là, parce que c'est... OK. Alors, avec ça, je veux
te remercier de ta conférence. Ça sera enregistré et tu pourras le voir après, et les autres aussi. Et puis, merci à tout le monde ici. Avec ça, je vais lever la section, si j'ai le pouvoir de le lever, parce que je n'ai pas contrôle de ce qui se passe. Merci.